Harry Potter et la Chambre des Secrets, avec Harry qui enleva ses lunettes qu'il mit à l'abri dans sa poche avant de prendre la poudre de cheminette. Ce n'était vraiment pas son moyen de transport préféré. Donc voilà, il était parti avec la poudre de cheminette et les Weasley pour aller chercher tout le matériel nécessaire pour entrer dans Poudlard. Et maintenant, on va commencer le chapitre 5. J'espère que ça te détendra comme la précédente vidéo qui avait l'air de bien vous plaire en fait. Voilà, donc pratiquement 2 heures de lecture de ces chapitres-là. Donc on est à la page 73, c'est parti. Chapitre 1. Le sol cogneur. La fin des vacances d'été arriva trop tôt, trop vite, au goût de Harry. Bien sûr, il avait hâte de retourner à Poudlard, mais le mois qu'il avait passé au terrier, donc la maison des Weasley, était le moment le plus heureux de sa vie. Il ne pouvait s'empêcher d'éprouver une certaine jalousie à l'égard de Ron en pensant à l'existence que lui avaient fait mener les Dursley et au genre d'accueil qu'il recevrait en guise de bienvenue la prochaine fois qu'il se montrerait à Privet Drive. La veille de la rentrée, Madame Weasley vit apparaître par magie un somptueux dîner qui comportait les plats préparés de Harry, les plats préférés de Harry, ainsi qu'un délicieux gâteau à la crème. Pour terminer la soirée en beauté, Fred et George firent exploser des pétards du docteur Flibuste en un véritable feu d'artifice remplissant la cuisine d'étoiles rouges et bleues qui rebondirent sur les murs et au plafond. Pendant une bonne demi-heure, ils burent ensuite une dernière tasse de chocolat avant d'aller se coucher. Justement, n'hésite pas à fixer la lumière pour t'aider à t'endormir et à te coucher avec ces lectures jetées, tel le soleil qui va se coucher à la fin d'une journée. Le lendemain matin, ils mirent longtemps à se préparer. Ils étaient tous levés au chant du coq, mais ils avaient encore beaucoup à faire. Madame Weasley surgit de très mauvaise humeur, cherchant des chaussettes et des plumes. Tout le monde se cognait dans l'escalier, à moitié habillé, un morceau de toast à la main. Monsieur Weasley faillit même se rompre le cou en trébuchant contre un boulet alors qu'il traversait la cour pour mettre la valise de Ginny dans la voiture. Ok, désolé pour la petite coupure, il y a un hélicoptère qui est passé au-dessus de la maison. Peut-être que tu vas l'entendre encore un peu. Harry ne voyait pas comment 8 personnes, 6 grosses valises, 2 hiboux et un rat allaient bien pouvoir tenir dans une petite Ford Anglia. Mais c'était compté sans les aménagements très particuliers que Monsieur Weasley lui avait apportés. Pas un mot à Molly, surtout, chuchota-t-il à l'oreille de Harry en ouvrant le coffre, que quelques tours de magie lui avaient permis d'agrandir suffisamment pour y ranger toutes les valises. Madame Weasley et Ginny prirent place sur le siège avant qu'il avait la taille d'un banc public, tandis que la banquette arrière offrait suffisamment d'espace à Harry, Ron, Fred, George et Percy pour s'y asseoir confortablement. Finalement, les moldus sont beaucoup plus astucieux qu'on ne le pense, vous ne trouvez pas? Remarqua Madame Weasley. Quand on voit cette voiture de l'extérieur, on ne dira jamais qu'il y a autant de place à l'intérieur. Monsieur Weasley mit le moteur en marche et la voiture traversa la cour en cahotant. Harry se retrouva pour regarder une dernière fois la maison. À peine avait-il eu le temps de se demander, quand il la reverrait, qu'il était déjà de retour. George avait oublié sa boîte de pétards du
petit bouton que je vois là comme un réacteur d'invisibilité que j'ai installé. Nous pourrions décoller instantanément, voler au-dessus des nuages et en 10 minutes nous serions arrivés sans que personne s'aperçoive. Arthur, j'ai dit non, pas en plein jour. Ils arrivèrent devant King's Cross à 11 heures moins le quart. Monsieur Weasley se précipita pour aller chercher des chariots à bagages et s'engouffrèrent à grands pas dans la gare. Harry avait déjà pris le Poudlard Express l'année précédente. La difficulté consistait à trouver la voie 9 3/4 qui n'était pas visible aux yeux des moldus. Pour y accéder, il fallait traverser la barrière qui se dressait entre les voies 9 et 10. C'était indolore, mais on devait faire attention que les moldus ne remarquent rien. Percy, vas-y le premier, dit monsieur Madame Weasley, le front soucieux en voyant sur la grosse pendule de la gare qu'il ne leur restait plus que 5 minutes pour franchir la barrière comme si de rien n'était. Percy s'avança d'un pas décidé et apparut. Monsieur Weasley, Fred et George le suivirent. J'y vais avec Ginny et vous deux, vous passez tout de suite après, dit Madame Weasley à Harry et à Ron. Un autre hélicoptère, désolé. Elle attrapa Ginny par la main et fonça vers la barrière. Et en un clin d'œil, toutes deux avaient également disparu. Viens, on y va ensemble, il nous reste à peine 2 minutes, dit Ron à Harry. Harry s'assura que la cage d'Edwige était solidement calée sur la valise et fit tourner le chariot face à la barrière. Il était parfaitement sûr de lui. C'était beaucoup moins difficile que de prendre la poudre de cheminette. Penchés sur les chariots, Ron et lui avancèrent côte à côte vers la barrière en marchant de plus en plus vite. Alors qu'ils ne furent plus qu'à 1 mètre, ils se remirent à courir et sprang! Les 2 chariots heurtèrent la barrière de plein fouet et le choc les fit rebondir en arrière. La valise de Ron tomba avec un grand bruit. Harry fit un vol plané et la cage d'Edwige roula sur le sol dans un grand vacarme de hurlements indignés. Tous les regards se tournèrent vers eux et un vigile se précipita en hurlant « Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux ?»« J'ai perdu le contrôle de mon chariot, » répondit Harry, qui se releva péniblement en frottant ses côtes endolories. Ron courut ramasser la cage d'Edwige, qui poussait de tels hurlements que certains voyageurs commençaient à marmonner des commentaires sur les mauvais traitements infligés aux animaux. Comment ça se fait qu'on n'ait pas réussi à passer? Chuchota Harry à l'oreille de Ron. J'en sais rien. Ron lança des regards inquiets autour de lui. Une douzaine de personnes continuaient de les observer. On va rater le train, murmura Ron. Je ne comprends vraiment pas pourquoi le passage est resté fermé. L'estomac contracté, Harry leva les yeux vers l'horloge géante. Plus que 10 secondes, 9 secondes. Avec précaution, il mena son chariot jusqu'à la barrière, puis il poussa de toutes ses forces. Le métal restait infranchissable. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Ça y est, le train est parti, dit Ron, consterné. Et si jamais mes parents ne peuvent pas repasser dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on fait? Tu as de l'argent de moldu. Harry eut un rire amer. Ça fait à peu près 6 ans que les Dursley ne m'ont pas donné d'argent de poche, dit-il. Ron colla l'oreille contre le métal glacé de la barrière. Je n'entends rien du tout, dit-il d'une voix tendue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je me demande combien de temps il faudra à mes parents pour venir nous retrouver. Ils regardèrent autour d'eux. Des bateaux continuaient de les observer, attirés par les cris stridents d'Edwige. Il vaut mieux qu'on aille les attendre près
La voiture. Quoi, la voiture? On peut la faire voler jusqu'à Poudlard. Mais je croyais que on est coincé, non? Et il faut bien qu'on trouve le moyen d'aller à l'école. Or, même les sorciers de premier cycle ont le droit de faire usage de la magie en cas d'urgence. Chapitre 19, je crois, du code de restriction de... Harry sentit brusquement la panique faire place à l'excitation. Tu saurais la faire voler? Aucun problème, assura Ron en tournant son chariot vers la sortie. Allons-y, si on se dépêche, on pourra rattraper le train et le suivre jusqu'à Poudlard. Et ils s'élancèrent à travers le hall en fendant la foule des moldus intrigués. Lorsqu'ils eurent rejoint l'Anglia, Ron ouvrit le coffre gigantesque en tapotant la carrosserie avec sa baguette magique. Ils s'y rangèrent leurs valises, posèrent la cage d'Edwige sur la banquette arrière et s'installèrent à l'avant. Vérifie que personne ne nous regarde, dit Ron en faisant démarrer le moteur d'un autre coup de sa baguette magique. Il y avait de la circulation sur l'avenue, un peu plus loin, mais la rue dans laquelle se trouvait la voiture était déserte. Tu peux y aller, dit Ron. Ron appuya sur le petit bouton argenté aménagé dans le tableau de bord. Aussitôt, la voiture disparut et eux aussi. Harry sentait le siège vibrer sous lui. Il entendait le moteur, sentait ses mains sur ses genoux, ses lunettes sur son nez, mais tout ce qu'il voyait était la rue sinistre qui s'éloignait au-dessus d'eux, tandis que la voiture invisible s'élevait dans les airs. Allons-y plein gaz, dit Ron. Les immeubles alentours sortirent de leur champ de vision. Bientôt, ils virent toute la ville de Londres s'étaler sous leurs yeux baignés de brume et de lumière. Il eut alors un petit bruit, et la voiture réapparut en même temps que Ron et Harry. Oh oh, dit Ron, en appuyant sur la commande du réacteur d'invisibilité. On dirait qu'il a dératé. Ils se mirent à deux pour marteler le bouton. La voiture disparut puis réapparut comme s'il y avait un faux contact. Tiens-toi bien, cria Ron, et il écrasa l'accélérateur. La voiture fonça droit dans les nuages bas qui s'étiraient sur la ville, et ils plongèrent dans un brouillard grisâtre. Et maintenant, dit Harry en regardant la masse compacte des nuages qui les enveloppaient, il faut qu'on repère le train pour savoir dans quelle direction aller. Redescends un peu. Ils repassèrent sous la couche de nuages et se tardirent le cou pour observer le sol. Ça y est, je les vois, s'exclama Harry, juste devant nous là-bas. Le Poudlard Express filait au loin comme un serpent écarlate. En plein nord, dit Ron en jetant un coup d'œil à la boussole du tableau de bord. Il suffirait de vérifier toutes les demi-heures qu'on est dans la bonne direction, et la voiture remonta en flèche, traversant la couche des nuages pour voler en plein soleil. Il faut faire attention aux avions maintenant, dit Ron. Ils échangèrent un regard et éclatèrent de rire. Pendant un long moment, il leur fut impossible de retrouver leur sérieux. C'était comme s'ils avaient plongé dans un rêve fabuleux. On ne pouvait imaginer meilleure façon de voyager, songea Harry. Voir défiler des tourbillons de nuages aux formes extraordinaires en restant bien au chaud dans la voiture sous un soleil éclatant, avec des caramels plein la boîte à gants et la joie de pouvoir contempler dans quelques heures l'expression envieuse de Fred et de George lorsqu'ils feraient un atterrissage spectaculaire sur la vaste pelouse de Poudlard. Régulièrement, ils descendaient sous la couche de nuages pour vérifier que le train était toujours en vue. Londres était loin à présent, et un paysage changeait sous leurs yeux. La verdure des prés avait laissé place à des landes aux couleurs pourpres. On apercevait tour à tour des villages et des minuscules églises et des villes plus grandes sillonnées de voitures qui ressemblaient à des insectes multicolores. 7 heures plus tard, cependant, Harry dut s'avouer que le temps lui paraissait long. Les caramels leur avaient donné soif et ils n'avaient rien à boire. Ron et lui avaient enlevé leur pull vert, mais le t-shirt de Harry collé au dossier de son siège
plus être très loin maintenant, dit Ron d'une voix enrouée, tandis que le soleil descendait sur la couche de nuages en les baignant d'une lueur rose. On va jeter un coup d'œil au train. Prêt. L'express était toujours là, serpentant entre les montagnes au sommet enneigé. Il faisait beaucoup plus sombre sous les nuages. Ron enfonça l'accélérateur et reprit de l'altitude, mais le moteur commençait à peiner en émettant une sorte de plainte. Harry et Ron échangèrent un regard inquiet. La voiture doit être un peu fatiguée, dit Ron. Elle n'a jamais parcouru une aussi longue distance. Tous deux firent semblant de ne pas remarquer que la plainte du moteur devenait de plus en plus intense, tandis que le ciel s'assombrissait. Des étoiles commençaient à éclore dans l'obscurité. Harry remit son pull vert, essayant de ne pas prêter attention aux essuie-glaces qui oscillaient faiblement comme pour exprimer leur protestation. On approche, dit Ron, qui parlait plus à la voiture qu'Harry. Il n'y en avait plus pour longtemps. Il tapota le tableau de bord d'un geste un peu nerveux. Lorsqu'ils redescendirent sous les nuages, ils scrutèrent l'obscurité pour essayer de repérer sur le sol un endroit familier. Là, s'écria soudain Harry en faisant sursauter Ron et Edwige. Tout droit. Se découpant dans la pénombre à l'horizon, les nombreuses tours du château de Poudlard se dressaient au sommet de la falaise qui dominait le lac. La voiture, cependant, s'était mise à vibrer de toutes parts et perdait de la vitesse. Allons, on arrive, dit Ron, d'un ton cajoleur, en donnant au volant une petite secousse. Le moteur grogna et de petits jets de vapeur sortirent de sous le capot. Machinalement, Harry se cramponna au bord de son siège. La voiture descendait vers le lac. Soudain, elle oscilla dangereusement. Par la vitre, Harry voyait la surface noire, luise et luisante du lac qui s'étendait à quelques centaines de mètres sous eux. Ron avait les mains crispées sur le volant. À nouveau, la voiture oscilla. Du calme, murmura Ron. Ils étaient au-dessus du lac et le château se dressait droit devant eux. Ron écrasa l'accélérateur. Il y eut un grand bruit de ferraille. Le moteur se mit à tousser, puis il s'arrêta complètement. Oh oh, dit Ron, dans le terrible silence qui régnait à présent. La voiture piqua du nez. Il tombait de plus en plus vite en enfonçant droit sur la muraille du château. Non, hurla Ron et tournant désespérément le volant. La voiture décrivit une grande courbe, évita le mur d'extrême justesse et poursuivit son vol au-dessus des serres du potager, puis de la pelouse, en perdant de plus en plus d'altitude. Ron lâcha le volant et sortit sa baguette magique de sa poche. Stop, stop, hurla-t-il. Il donna de grands coups de baguette sur le tableau de bord et le pare-brise, mais la voiture poursuivit sa descente inexorable. Le sol se rapprochait. Attention à l'arbre, s'écria Harry, qui plongea sur le volant. Mais trop tard. Boing! Dans le vacarme assourdissant de la tôle s'écrasant contre l'énorme tronc, la voiture percuta l'arbre de plein fouet et tomba lourdement sur le sol dans un panache de vapeur qui s'élevait du capot en accordéon. Edwige poussa des cris de terreur. Une bosse de la taille d'une balle de golf apparut sur le front de Harry, à l'endroit où ils avaient heurté le pare-brise, et Ron laissa échapper une plainte déchirante. Ça va? Demanda précipitamment Harry. Ma baguette, répondit Ron d'une voix tremblante. Regarde ma baguette magique. Elle était presque
presque cassé en deux, son extrémité pendait lamentablement, à peine retenue par quelques fibres de bois. Harry ouvrit la bouche pour dire que quelqu'un pourrait sûrement la réparer à l'école, mais il n'eut pas le temps de prononcer le moindre mot. Au même moment, quelque chose frappa le flanc de la voiture avec la force d'un taureau en pleine charge et projeta Harry et Ron. Il eut presque aussitôt un autre coup sur le doigt. Qu'est-ce qui se passe? Ron eut un hoquet de terreur, le regard fixé devant lui. Harry vit juste à temps une branche de l'épaisseur d'un gros python s'abattre sur le pare-brise. L'arbre contre lequel il s'était écrasé était en train de les attaquer. Son tronc s'était penché en avant et ses branches noueuses martelaient férocement la voiture. Ah! S'écria Ron, alors qu'une grosse branche enfonçait violemment la portière. Des rameaux déchaînés faisaient trembler le pare-brise sous leur cou et une énorme branche tambourinait sur le toit qui commençait à se creuser dangereusement. Sauf qui peut, hurla Ron en pesant de tout son poids contre la portière, mais un vigoureux uppercut d'une autre branche le projeta contre Harry. On était fichu, murmura-t-il, tandis que le toit s'enfonçait de plus en plus. À ce moment, le plancher de la voiture se mit à vibrer. Le moteur s'était remis en marche. Marche arrière, s'écria Harry. La voiture recula aussitôt, mais l'arbre ne se calma pas pour autant. Ils l'entendirent craquer comme s'il essayait de se déraciner pour les poursuivre en continuant de donner des coups de branche en tous sens, mais la voiture était à présent hors de portée. Il était moins une, dit Ron, d'un ton haletant. Bravo la voiture! L'Anglia, cependant, était à bout de force. Les portes s'ouvrirent dans un grincement de ferraille
chez les Serpentards, la maison d'où étaient sortis nombre de sorciers adeptes de la magie noire. Mais finalement, son choix s'était porté sur les Griffons d'Or, où ils avaient retrouvé Ron, Hermione et les autres Weasley. Au dernier trimestre, Harry et Ron avaient été Gryffondor à remporter la coupe des 4 maisons, battant ainsi les Serpentards pour la première fois depuis 7 ans. Un garçon de petite taille aux cheveux clairs venait d'être appelé pour mettre le chapeau sur sa tête. Harry aperçut le professeur Dumbledore, le directeur de l'école, qui assistait à la cérémonie, assis à la table des professeurs, sa longue barbe argentée et ses lunettes en demi-lune luisaient de la lumière des chandelles. Ainsi, un peu plus loin, Harry reconnut Gilderoy Lockhart vêtu d'une robe de sorcier bleu-vert. Au bout de la table, Hagrid, immense et illustre, Hurst vidait le contenu de son gobelet. Dis donc, murmura Harry à l'oreille de Ron. Il y avait une chaise vide à la table des profs. Où est Rogue? Severus Rogue était le professeur que Harry aimait le moins, et lui-même était l'élève que Rogue détestait le plus. Cruel, sarcastique et honni par tout le monde, sauf par les élèves de sa propre maison, les Serpentards. Rogue était le professeur de potions magiques. Il est peut-être malade, dit Ron, plein d'espoir. Ou peut-être qu'il a fini par démissionner, suggéra Harry, parce qu'on ne lui a toujours pas confié les cours de défense contre les forces du mal. Il a peut-être été renvoyé, s'exclama Ron avec enthousiasme. Tout le monde le déteste. Ou peut-être qu'il attend de savoir pourquoi vous n'êtes pas venu par le train, dit-il derrière eux, une voix glacée. Harry fit volte-face. Severus Rogue, sa longue robe noire de sorcier, agitée par la brise, se tenait devant lui. Il était mince avec un teint jaunâtre, un nez crochu et des cheveux gracieux qui lui tombaient sur les épaules. Le sourire qu'il abhorrait en cet instant signifiait clairement que Ron et Harry allaient avoir de sérieux ennuis. Suivez-moi, dit Rogue, sans même oser échanger un regard. Ron et Harry montèrent les marches derrière Rogue et le suivirent dans un vaste hall d'entrée éclairé par des torches. Une délicieuse odeur de cuisine leur parvenait de la grande salle, mais Rogue les emmena dans la direction opposée et leur fit descendre l'escalier qui menait au sous-sol du château. Entrez là, ordonna-t-il en ouvrant une porte au milieu de l'étroit couloir. Tremblant de tous leurs membres, ils pénétrèrent dans le bureau de Rogue. Les murs sombres étaient recouverts d'étagères remplies de gros bocaux en verre dans lesquels flottaient toutes sortes de choses répugnantes dont Harry ne voulait même pas connaître le nom. La cheminée était noire et vide, et après avoir refermé la porte, Rogue se tourna vers eux. Alors, dit-il sans élever la voix, le train n'est pas assez bien pour le célèbre Harry Potter et son fidèle Weasley. On préférait une arrivée qui fasse du bruit, n'est-ce pas? Non, monsieur, c'est la barrière de King Cross qui... Silence, coupa Rogue. Qu'avez-vous fait de la voiture? Ron avala de travers. Ce n'était pas la première fois que Rogue leur donnait l'impression de savoir lire dans les pensées, mais un instant plus tard, le professeur déroula devant leurs yeux le dernier numéro du Sorcier du Soir. On vous a vu, siffla-t-il en leur montrant le titre qui s'étalait
À la une Ford Anglia volante inquiète les moldus. Il commençait à lire l'article à haute voix. Deux moldus londoniens affirment avoir vu une vieille voiture voler au-dessus de la poste centrale à midi dans le comté de Norfolk. Madame L.T. Ballis, qui suspendait sa lessive dans son jardin, Monsieur Angus Fleet à Peebles, a déclaré à la police. En tout, 6 ou 7 moldus ont vu la voiture, résuma Rogue. Je crois que votre père travaille au service des détournements de l'artisanat moldu. C'est bien cela, ajouta-t-il, adressant à Ron un sourire plus féroce que jamais. Mon Dieu, son propre fils. Harry avait l'impression d'avoir reçu au creux de l'estomac un coup de branche de l'arbre fou. Si jamais quelqu'un découvrait que c'était Monsieur Weasley qui avait ensorcelé la voiture, il n'avait pas pensé à ça. Au cours de mes recherches dans le parc, j'ai constaté qu'un seul cogneur d'une valeur inestimable avait subi des dommages considérables. Poursuivit Rogue. C'est à nous que cet arbre a fait subir des dommages considérables, protesta Ron. Silence, coupa Rogue. Malheureusement, vous n'appartenez pas à la maison des Serpentards et il ne m'appartient pas de décider de votre exclusion. Mais je vais aller chercher les personnes qui disposent de cet heureux pouvoir. Attendez-moi ici. Le teint livide, Harry et Ron échangèrent un regard. Harry n'avait plus faim du tout. Il était même pris de nausée. Il essayait de ne pas regarder une grosse chose gluante qui flottait dans un liquide verdâtre sur une étagère située derrière le bureau. Si Rogue était allé chercher le professeur McGonagall, la directrice de la maison des Gryffondor, les choses n'allaient pas s'arranger pour eux. Elle se montrerait peut-être moins injuste que Rogue, mais elle était quand même très sévère. Dix minutes plus tard, Rogue était de retour et comme il fallait s'y attendre, le professeur McGonagall l'accompagnait. Harry avait déjà eu l'occasion de la voir en colère à plusieurs reprises, mais jamais à ce point-là. Dès qu'elle fut entrée dans le bureau, elle brandit sa baguette magique. Harry et Ron se recroquevillèrent, mais elle se contenta de la pointer sur la cheminée, où un feu ronflant apparut soudain. Assis, ordonna-t-elle. Tous deux reprirent place sur leurs chaises auprès du feu. Explication, ajouta-t-elle, les lunettes étincelantes de menace. Ron se lança dans le récit de leurs aventures, en commençant par la barrière de King Cross, qui avait refusé de le laisser passer. Nous n'avions pas le choix, professeur, et il nous était impossible de monter dans le train. Pourquoi ne vous avez-vous pas envoyé une lettre par hibou express? Vous avez bien un hibou ou une chouette sous la main, j'imagine, demanda sèchement le professeur McGonagall à Harry. Harry la regarda bouche bée. Maintenant qu'elle le disait, il lui semblait que c'était la chose la plus évidente à faire. Je n'ai pas pensé. C'est ce que je vois, répliqua le professeur McGonagall. Quelqu'un frappa à la porte du bureau. Rogue, qui n'avait jamais paru aussi heureux, alla ouvrir. C'était le professeur Dumbledore, le directeur de l'école. Harry sentit tout son corps s'engourdir. Dumbledore avait un air solennel qui ne lui était pas coutumier. Il baissa les yeux vers eux et Harry regretta soudain de n'être pas resté auprès du seul cogneur à recevoir des coups. Il y eut un long silence. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous aviez fait ça? Dit alors Dumbledore. Il aurait mieux valu qu'il se mette à hurler. Harry était consterné d'entendre la nuance
sa voix. Il était incapable de regarder Dumbledore dans les yeux. Il lui répondit en contemplant ses genoux. Il lui avoua tout, sauf que Monsieur Weasley était le propriétaire de la voiture ensorcelée. À l'en croire, on aurait dit qu'il avait trouvé par hasard une voiture volante garée à proximité de la gare. Harry savait que Dumbledore ne serait pas dupe, mais il ne posa aucune question concernant la voiture. Mais il ne posa pas. Lorsque Harry eut terminé son récit, Dumbledore se contenta de les regarder à travers ses lunettes sans dire un mot. On va aller chercher nos affaires, dit Ron d'un ton désespéré. De quoi parlez-vous, Weasley? Aboya le professeur McGonagall. Vous allez nous renvoyer, non? Dit Ron. Harry jeta un bref coup d'œil à Dumbledore. Pas aujourd'hui, monsieur Weasley, dit Dumbledore. Mais je dois insister sur la gravité de ce que vous avez fait. Ce soir, j'écrirai à vos familles. Je dois aussi vous avertir qu'à la prochaine sottise de ce genre, je n'aurai aucun autre choix que de vous renvoyer de l'école. Rogue n'aurait pas semblé aussi dessus si on l'avait privé de Noël. Professeur Dumbledore, dit-il en s'éclaircissant la gorge, ces jeunes gens n'ont tenu aucun compte du décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle. Ils ont également infligé les dommages considérables à un arbre de grande valeur, et il ne fait aucun doute que des actes de cette nature. Il appartiendra au professeur McGonagall de décider de la punition que méritent ces deux élèves. Severus répliqua Dumbledore d'une voix passible. Ils font partie de sa maison et sont donc placés sous sa responsabilité. Il se tourna vers le professeur McGonagall. Je dois reprendre place au banquet, Minerva. J'ai quelques instructions à donner. Venez, Severus. Il y a une délicieuse tarte à la crème à laquelle j'aimerais bien goûter. Rogue lança à Harry et à Ron un regard venimeux, puis il sortit du bureau en les laissant seuls avec leur professeur McGonagall, qui les observait toujours avec des yeux d'aigle furieux. Vous feriez bien d'aller à l'infirmerie, Weasley, dit-il, vous saignez. Pas beaucoup, répondit Ron en essuyant d'un revers de manche la coupure qu'il avait au-dessus de l'œil. Professeur, j'aimerais bien voir dans quelle maison ma sœur va être envoyée. La cérémonie de la répartition est terminée, répliqua le professeur McGonagall. Votre sœur est également un Gryffondor. Ah, très bien, s'exclama Ron. Et, en parlant de Gryffondor, reprit sèchement le professeur McGonagall. Mais Harry l'interrompit. Professeur, dit-il, quand nous avons emprunté la voiture, le trimestre n'avait pas encore commencé, donc ne nous devrions pas avoir de points de pénalité, n'est-ce pas? Le professeur McGonagall lui lança un regard perçant, mais il aurait juré qu'elle avait presque souri. Je n'enlèverai pas de points à Gryffondor, dit-elle, au grand soulagement de Harry, mais vous aurez chacun une retenue. C'était beaucoup moins grave que ce que Harry avait redouté. Quant à la lettre que Dumbledore écrirait aux Dursley, ce n'était rien. Il savait parfaitement que leur seul regret serait que le seul cogneur ne l'ait pas réduit en bouillie. Le professeur McGonagall leva à nouveau sa baguette magique et la pointa vers le bureau de Rogue. Aussitôt, un grand plat rempli de sandwichs apparut, ainsi que 2 gobelets d'argent avec un pichet de jus citrouille glacé. Vous allez dîner ici et ensuite vous filerez directement dans votre dortoir, dit-elle. Je dois retourner au banquet.
lorsque la porte se fut refermée sur elle, Ron laissa échapper un long sifflement. J'ai bien cru qu'on était fichu, dit-elle en attrapant un sandwich. Mais aussi, dit Harry, qu'il en prit un à son tour. Mais quand même, on n'a pas de chance, fit remarquer Ron, la bouche pleine. Fred et George ont dû voler une bonne demi-douzaine de fois avec cette voiture et aucun moldu ne les a jamais vus. Je me demande vraiment pourquoi on n'a pas réussi à franchir la barrière. Harry haussa les épaules. En tout cas, on a intérêt à faire attention à partir de maintenant, dit-il. J'aurais bien aimé participer au banquet. Elle ne voulait pas qu'on aille se pavaner devant les autres. Arrivé en voiture volante, on aurait eu notre petit succès. Lorsqu'ils eurent mangé autant de sandwichs qu'ils purent en avaler, les sandwichs se renouvelaient à mesure qu'ils en mangeaient. Ils quittèrent le bureau de Rogue et se dirigèrent vers la tour de Gryffondor. Le château était silencieux. Apparemment, le banquet était terminé. Tout au long du chemin, des portraits chuchotèrent des commentaires sur leur passage et des armures se mirent à grincer. Ils montrèrent un étroit escalier de pierre et se retrouvèrent devant le tableau, derrière lequel était caché l'accès à la salle commune et au dortoir de Gryffondor. La toile représentait une très grosse femme vêtue d'une robe rose. Mot de passe, demanda le portrait en les voyant approcher. Palputina Harry. Ils ne connaissent pas encore le mot de passe de ce début d'année, mais ils entendirent derrière eux des petits pas pressés et virent arriver Hermione Granger qui se précipita sur eux. Ah, vous voilà, vous, s'exclama-t-elle. Où étiez-vous passé? On dit des choses ridicules à votre sujet. Il paraît que vous allez être renvoyé pour avoir eu un accident avec une voiture volante. On n'a pas été renvoyé, répondit Harry. Mais vous n'êtes quand même pas venu ici en volant, demanda Hermione d'un ton presque aussi sévère que celui du professeur McGonagall. Laisse tomber, Nelson Morel, répliqua Ron avec impatience, et donne-nous le mot de passe. C'est Antochère, dit précipitamment Hermione, mais ce n'est pas de ça que je voulais vous parler. Elle fut interrompue par le portrait de la grosse dame qui pivota pour libérer le passage, d'où s'élevait soudain un tonnerre d'applaudissements. Apparemment, personne ne dormait chez les Gryffondor. Tous les élèves rassemblés dans la grande salle circulaire attendaient leur arrivée. Certains se tenaient debout sur les tables bancales et les fauteuils défoncés. Des bras se tendirent pour happer Harry et Ron à l'intérieur, tandis qu'Hermione les suivait, tant bien que mal. Bravo, s'exclama Lee Jordan. Belle imagination, quelle arrivée! S'écraser en voiture volante contre le sol cogneur. On en parlera longtemps à Poudlard. Mes félicitations, dit un élève de 5e année à qui Harry n'avait encore jamais eu l'occasion de parler. Quelqu'un lui donna une tape amicale sur l'épaule, comme s'il venait de remporter un marathon. Fred et George se frayèrent un chemin dans la foule. Vous auriez pu appeler pour qu'on vienne avec vous, dirent-ils. Ron, le teint écarlate, souriait d'un air gêné, mais Harry vit qu'il y avait au moins une personne qui n'avait pas l'air de partager l'éclat général. C'était Percy, dépassant de la tête et des épaules les élèves de première année. Il essaya de s'avancer vers eux pour exprimer la désapprobation qui convenait à son rôle de préfet. Harry donna alors un coup de coude à Ron en lui montrant son frère d'un signe de tête. Ron comprit aussitôt. Il faudrait mieux qu'on monte se coucher, dit-il. On est un peu fatigué. Tous deux fendirent la foule des élèves en direction de l'escalier.
envahissait la salle commune en recevant de toutes parts d'amicales tapes dans le dos et atteignirent enfin l'escalier où régnait une atmosphère plus calme. Ils se dépêchèrent de monter les marches et poussèrent la porte de leurs anciens dortoirs sur laquelle ils s'étaient écrits à présent. Deuxième année, ils pénétrèrent dans la grande pièce circulaire qu'ils connaissaient bien, avec ses lits à baldaquin tendus de velours rouge et ses hautes fenêtres étroites. Leurs valises avaient été apportées et les attendaient au pied de leur lit. Ron se tourna vers Harry avec un sourire un peu coupable. Je sais bien qu'on ne devrait pas être très fiers de nous, mais la porte du dortoir s'ouvrit alors à la volée et livra passage de leurs camarades de classe, Seamus Finnegan, Dean Thomas et Neville Londubat. Incroyable, s'exclama Seamus, le visage rayonnant. Vraiment cool, assura Dean, étonnant, dit Neville, éperdu d'admiration, et Harry ne put s'empêcher de sourire à son tour. Voilà, c'est la fin du chapitre 5. On se retrouve ailleurs pour le chapitre 6. Coucou, c'est encore moi. On se retrouve pour la suite de Harry Potter, donc le chapitre 6. Gilderoy Lockhart, le fameux professeur, et la cape verte. Le lendemain, en revanche, Harry ne trouva pas la moindre occasion de sourire. Les choses commencèrent à se gâter dès le petit déjeuner dans la grande salle. Les 4 longues tables, une pour chaque maison, débordaient de porridge, de harengs, de toast, d'œufs au plat qui s'offraient à l'appétit des élèves sous le ciel magique, plutôt gris et couvert ce jour-là. Harry et Ron étaient assis à la table de Gryffondor, à côté d'Hermione qui avait posé son exemplaire de voyage avec les vampires, debout contre le pichet de lait pour pouvoir le lire à son aise. Son ton était un peu froid lorsqu'elle leur dit bonjour. Apparemment, elle ne leur avait pas encore pardonné leur escapade en voiture volante. Neville Londubat, en revanche, les salua avec chaleur. C'était un garçon au visage rond et à l'air toujours un peu ahuri. Il était d'une maladresse rare et jamais Harry n'avait rencontré quelqu'un qui ait aussi peu de mémoire. Le courrier ne va pas tarder, dit-il. Ma grand-mère doit m'envoyer quelques petites choses que j'ai oubliées à la maison. Harry avait à peine trempé sa cuillère dans son porridge qu'il eut soudain un grand bruit d'aile au-dessus de sa tête. Une bonne centaine de hiboux venaient de s'engouffrer dans la grande salle en tournoyant au-dessus des tables pour laisser tomber lettres et paquets entre les mains de leurs destinataires. Un gros colis rebondit sur la tête de Neville et un instant plus tard, une grande chose grise tomba dans le pichet d'Hermione en éclaboussant tout le monde de lait et de plumes. Hérole, s'écria Ron, en attrapant par les pattes le hibou amorphe et reluisant. Hérole, inanimé, s'effondra sur la table, les ailes écartées, les pattes en l'air. Il tenait dans son bec une enveloppe rouge vif. « Oh non !» balbutia Ron. « Ne t'inquiète pas, il est toujours vivant, » le rassura Hermione en caressant l'oiseau du bout des doigts. « Ce n'est pas de ça que je parle. Regarde !» Ron montrait du doigt l'enveloppe rouge vive. Harry lui trouvait rien de particulier, mais Ron et Hermione la regardaient d'un air affolé, comme s'ils s'attendaient à la voir exploser d'un instant à l'autre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Harry. Elle m'envoyait une peuclante, dit Ron d'une voix faible. Tu feras mieux
terminé dans quelques minutes. Ron tendit une main tremblote, prit l'enveloppe dans le bec d'Errol et l'ouvrit. Neville se boucha aussitôt les oreilles. Un instant plus tard, Harry comprit pourquoi. Tac, excusez-moi. Harry comprit pourquoi. Sur le moment, il crut que la lettre avait bel et bien explosé. Un rugissement féroce retentit dans l'immense salle en faisant tomber de la poussière du plafond. Voler la voiture! Ça ne m'aurait pas étonné qu'il te renvoie. Attends un peu que je déçoive. J'imagine que tu ne t'es pas demandé dans quel état d'inquiétude on était. Ton père et moi, quand on a vu que la voiture avait disparu. Les hurlements de Madame Weasley, 100 fois plus puissants que d'habitude, faisaient trembler les assiettes et les cuillères qui se répercutaient en écho assourdissant sur les murs de pierre. Tous les élèves s'étaient tournés vers eux pour voir qui avait reçu la beuglante, et Ron s'était tellement tassé sur sa chaise qu'on ne le voyait plus, que son front écarlate dépassait de la table. Reçu une lettre de Dumbledore hier soir. J'ai cru que ton père allait mourir de honte. On ne t'a pas élevé pendant toutes ces années pour que tu te conduises comme ça. Harry et toi, vous auriez pu vous tuer. Harry s'était demandé à quel moment son nom allait être cité. Il essaya de faire comme s'il n'entendait pas la voix qui lui perçait les tympans. Absolument indigné. Ton père risque une enquête du ministère. C'est entièrement ta faute, et si jamais tu refais la moindre bêtise, tu reviens immédiatement à la maison. Le silence retomba. Encore imprégné de fureur, l'enveloppe rouge qui avait glissé des mains de Ron prit soudain feu et fut rapidement réduite en cendres. Harry et Ron semblaient assommés, comme si un raz de marée les avait brusquement submergés. Quelques élèves éclatèrent de rire et peu à peu les conversations reprirent. Hermione referma voyage avec les vampires et baissa les yeux vers Ron, dont on ne voyait toujours que le sommet du crâne. Je ne sais pas à quoi tu t'attendais, Ron, mais ne me dis pas que je l'ai bien mérité, répliqua Ron sèchement. Harry repoussa son assiette de porridge. Un sentiment de culpabilité lui remuait les entrailles. Monsieur Weasley risquait de faire l'objet d'une enquête, après tout ce que les parents Weasley avaient fait pour lui durant l'été. Mais il n'eut guère le temps de ruminer davantage. Le professeur McGonagall était venu distribuer les emplois du temps de l'année. Harry prit le sien et vit qu'ils allaient commencer par un cours commun de botanique avec les Poufsouffles. Harry, Ron et Hermione quittèrent ensemble le château, traversèrent le potager et se dirigèrent vers les serres dans lesquelles on cultivait les plantes magiques. La beuglante avait au moins eu un avantage. Hermione semblait considérer qu'ils avaient été suffisamment punis et se montrait à présent aussi amicale qu'à l'ordinaire. Lorsqu'ils arrivèrent dans les serres, le reste de la classe était déjà là, attendant le professeur Chourave. Quelques instants plus tard, Chourave traversa la pelouse à grands pas, en compagnie de Gilles de Roy-Loctard. Le professeur de botanique avait les bras couverts de bandages et Harry éprouva à nouveau un sentiment de culpabilité en apercevant au loin le solcogneur qui portait plusieurs branches en écharpe. Le professeur Chourave était une petite sorcière potelée, coiffée d'un chapeau rapiécé sur ses cheveux en désordre. Ses vêtements étaient souvent maculés de terre et l'état de ses ongles aurait fait s'évanouir la tante Pétunia. Gilles de Roy-Loctard, en revanche, était impeccable dans sa robe de sorcier turquoise
avec ses cheveux dorés qui brillaient sous un chapeau également turquoise bordé de fils d'or. Bonjour tout le monde, lança Lothar en adressant aux élèves un sourire radieux. Je viens de montrer au professeur Chourave comment il fallait s'y prendre pour soigner un solcogneur, mais n'allez surtout pas vous mettre dans la tête que je suis meilleur qu'elle en botanique. Il se trouve simplement que j'ai souvent rencontré ce genre de plantes exotiques au cours de mes voyages. Sire numéro 3 aujourd'hui, dit professeur Chourave, qui avait perdu sa gaieté habituelle et paraissait de très mauvaise humeur. Il eut un murmure ravi. Jusqu'à présent, les classes de botanique s'étaient toujours déroulées dans la serre numéro 1, mais la numéro 3 contenait des plantes beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus dangereuses. Le professeur Chourave prit une clé accrochée à sa ceinture et ouvrit la porte. Harry respira une bouffée de terre humide et d'engrais mêlé du parfum entêtant que répandaient les fleurs géantes de la taille d'un parapluie qui pendait au plafond. Il s'apprêtait à entrer dans la serre derrière Ron et Hermione lorsque la main de Lothar se posa sur son épaule. Harry, j'aurais un mot à te dire. Vous êtes d'accord pour qu'il soit un peu en retard à votre cours, professeur Chourave? À en juger par sa mine réfrognée, Chourave n'était pas d'accord du tout, mais Lothar ne lui laissa pas le choix. De toute façon, c'est comme ça, dit-il, et il lui ferma au nez la porte de la serre. Harry, poursuivit-il en hochant la tête, ses grandes dents blanches resplendissantes du soleil. Ah, Harry, Harry, Harry. Complètement désarçonné, Harry resta silencieux. Quand j'ai entendu, bien sûr, c'était entièrement ma faute. Je me serais donné des gifles. Harry ne savait absolument pas où il voulait en venir. Il s'apprêtait à lui dire que Lothar... Ah oui, pardon. Il s'apprêtait à le lui dire lorsque Lothar reprit. Je crois que je n'ai jamais été aussi stupéfait. Venir à Poudlard en voiture volante. Bien sûr, j'ai tout de suite compris pourquoi tu avais fait ça. C'était évident. Ah, Harry, Harry, Harry. Même Lors, qui ne parlait pas, il avait l'extraordinaire faculté d'exhiber ses dents étincelantes. Je t'ai donné le goût de la publicité, c'est bien ça, dit Lothar. Je t'ai passé le virus. Tu as fait de la une du journal grâce à moi. Tu as absolument voulu recommencer. Oh mais non, professeur, simplement. Harry, coupa Lothar en lui saisissant l'épaule. Je te comprends, tu sais. C'est normal d'en vouloir toujours un peu plus une fois qu'on y a goûté, et je m'en veux de t'avoir donné cette envie. Ça ne pouvait que te monter à la tête. Seulement voilà, jeune homme, on peut quand même pas faire voler des voitures pour attirer l'attention. Tu dois te calmer maintenant, d'accord? Tu auras tout le temps pour ça quand tu seras plus âgé. Oh, je sais bien ce que tu penses. Pour lui, c'est facile à dire, c'est un sorcier célèbre dans le monde entier. Mais quand j'avais 12 ans, je n'étais pas plus que toi. J'étais même moins que toi. Toi, tu as déjà une vague réputation chez certaines personnes, n'est-ce pas, à cause de cette histoire avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Il jeta un coup d'œil à la cicatrice sur le front de Harry. Je sais, poursuivit-il. Ce n'est pas du tout à fait aussi glorieux que le remémore 5 fois de suite le bruit du sourire le plus charmeur décerné par les lectrices de sortilèges hebdo, comme ces
essentiel, entrant dans la composition de nombreux antidotes. Mais c'est également une plante dangereuse. Qui peut me dire pourquoi? Hermione leva la main si brusquement qu'elle faillit décrocher les lunettes de Harry au passage. Le cri de la mandragore est mortel pour quiconque l'entend, dit-elle aussitôt. C'est exactement ça. 10 points de plus pour Gryffondor. Les mandragores dont nous allons nous occuper aujourd'hui sont encore très jeunes. Elle remontra une rangée de bacs et tout le monde se rapprocha pour mieux voir une centaine de petites plantes touffues aux fleurs violacées qui s'alignaient dans la terre. Il n'avait rien de remarquable aux yeux de Harry, qui n'avait aucune idée de ce qui pouvait être le cri de la mandragore. Tout le monde prend une paire de cache-oreilles, dit le professeur Jourave. Une mêlée s'ensuivit, chacun essayant d'attraper une paire qui ne soit pas composée de deux grosses boules roses. Lorsque je vous dirai de les mettre, reprit le professeur, vérifiez bien que vos oreilles sont complètement recouvertes. Je vous ferai simplement un signe en levant le pouce quand vous pourrez enlever sans risque. D'accord? Alors allons-y, mettez-les. Harry prit une paire de cache-oreilles et la mit soigneusement sur sa tête. Il n'entendait plus rien à présent. Le professeur Jourave, les oreilles également protégées par de grosses boules roses, retroussa aussitôt sa robe, saisit une de ces plantes et l'arracha d'un coup sec. Harry laissa échapper une exclamation de surprise que personne ne put entendre. À la place des racines, il y avait une espèce de petit bébé, très laid et plein de terre. Les feuilles de la plante lui sortaient du crâne. Sa peau marbrée avait une couleur vert pâle et de toute évidence, il hurlait à plein poumon. Le professeur Jourave prit un grand pot sous une table et y plongea la mandragore en l'enterrant dans un compost humide qui ne laissa bientôt plus apparemment que les feuilles. Le professeur s'essuya les mains, leva les deux pouces et enleva son propre cache-oreille. Nos mandragores étant encore au stade infantile, leurs cris ne peuvent pas tuer, dit-elle d'une voix neutre, comme si elle n'avait rien fait de plus étonnant que d'arroser des bégonias. Cependant, leur cri peut quand même vous assommer pendant plusieurs heures, et comme je suis sûr que personne parmi vous ne veut manquer cette première journée d'école, assurez-vous que vos cache-oreilles sont bien en place pendant que vous travaillez. Je vous ferai signe quand le cours sera terminé. Mettez-vous à 4 par pack, vous y trouvez tous les pots que vous voudrez ici. Le compost est là-bas dans les sacs et attention à la tentacule vénéneuse, elle est en train de faire ses dents. Elle donna un coup sec à une plante épineuse qui rétracta aussitôt les longues tentacules qu'elles avaient sournoisement glissées sur l'épaule du professeur. Harry, Ron et Hermione furent rejoints dans leur bac par un élève de Poussoufle aux cheveux bouclés que Harry connaissait de vue, mais à qui il n'avait jamais parlé. Je m'appelle Justin Finch Fletchley, dit le garçon d'une voix claironnante en serrant la main de Harry. Je sais qui tu es, bien sûr, le seul Harry Potter. Et toi, tu es Hermione Granger, toujours la meilleure dans toutes les matières. Hermione lui serre la main d'un air radieux. Et Ron Weasley, c'est toi qui as une voiture volante. Ron n'eut pas le moindre sourire. Le souvenir de la beuglante était toujours bien présent. Ce Loctar, c'est quelqu'un, vous ne trouvez pas? Dit Justin d'un ton joyeux, tandis qu'ils remplissaient leur pot d'engrais à base de pousses de dragon. Un type formidable. Vous avez lu ces livres?
les élèves retournèrent au château se laver un peu, mais les Gryffondors se dépêchèrent d'aller au cours de métamorphose. Le professeur McGonagall était toujours très exigeante avec ses élèves, mais ce jour-là, le cours fut particulièrement difficile. Tout ce que Harry avait appris l'année précédente semblait lui être sorti de la tête. Il était censé changer un scarabée en bouton de manteau, mais l'animal courait si vite qu'il parvenait toujours à échapper à ses coups de baguette magique. Ron éprouvait encore plus de difficultés. Il avait essayé de rafistoler sa baguette cassée avec du papier collant, mais elle semblait impossible à réparer. Elle ne cessait de lancer des étincelles au moment les plus inattendus, et à chaque fois que Ron essayait de métamorphoser son scarabée, elle dégageait une épaisse fumée grise à l'odeur d'œuf bourré qui l'enveloppait de toutes parts. Incapable de voir ce qu'il faisait, Ron écrasa accidentellement son scarabée avec son coude et dut en demander un autre, ce qui mécontentait grandement le professeur McGonagall. Harry fut soulagé d'entendre sonner la fin du cours. Il avait l'impression d'avoir une vieille éponge à la place du cerveau. Les élèves sortirent de la classe et Harry resta seul avec Ron, qui agitait sa baguette avec fureur. Ce machin stupide, s'exclama-t-il. Écris chez toi pour qu'on achète une autre, suggéra Harry, alors que sa baguette se mettait à crépiter comme un feu d'artifice. C'est ça, pour que je reçoive une autre buclante du genre, c'est entièrement ta faute si ta baguette s'est cassée. Ils allèrent déjeuner dans la grande salle, où ils retrouvèrent Hermione, qui s'empressa de leur montrer les boutons impeccables qu'elle avait fabriqués pendant le cours de métamorphose. Qu'est-ce qu'on a cet après-midi ? Demanda précipitamment Harry pour détourner la conversation. Défense contre les forces du mal, répondit aussitôt Hermione. Pourquoi tu as toujours tous les cours de l'art Pourquoi tu entourais tous les cours de l'art avec des petits cœurs demanda Ron en saisissant l'emploi du temps d'Hermione. Celle-ci, les joues écarlates, le lui arracha des mains. Après le déjeuner, ils sortirent de la cour sous un ciel maussade pendant qu'Hermione se replongeait dans le voyage avec les vampires. Harry et Ron parlèrent Quidditch. Bientôt, cependant, Harry se sentit observé. Il tourna la tête et vit le garçon de petite taille aux cheveux clairs qu'il avait aperçu la veille alors qu'il mettait le joyau magique sur sa tête. Le garçon le regardait fixement comme paralysé. Il tenait entre les mains un appareil photo de Moldu et devint cramoisi lorsqu'il vit Harry se retourner vers lui. « Ça va, Harry, je m'appelle Colin Creevey, dit-il, le souffle court en esquivant un pas en avant. Moi aussi, je suis un Gryffondor. Tu sais que ça ne te dérangerait pas si je prenais une photo de toi, demanda-t-il, levant son appareil, le regard plein d'espoir. Une photo, répéta Harry intrigué. Pour prouver que je t'ai rencontré, dit Colin avec enthousiasme, en se rapprochant un peu plus près. Je sais tout sur toi. Tout le monde m'a raconté comment tu as survécu à tu sais qui a essayé de te tuer, comment il a disparu, ta cicatrice sur le front et tout ça. Son regard scrutait les cheveux de Harry. Et puis, j'ai un copain qui m'a dit que si je développe ma pellicule dans la bonne position, la photo bougera. C'est vraiment bien ici, hein. J'ai toujours fait des trucs un peu bizarres, mais je ne savais pas que j'étais sorcier jusqu'à ce que je reçoive la lettre de Poudlard. Mon père est laitier, il n'y croyait pas non plus. Alors j'essaye de prendre le plus de
dédicacée. Une photo dédicacée. Tu dédicaces tes photos maintenant, Potter. Sonore et cinglante, la voix de Drago Malfoy résonna dans toute la cour. Il s'était arrêté derrière Colline, flanqué comme toujours de Crabbe et Goyle, ses deux amis aux allures de voyous. Tout le monde en rang. Harry Potter distribue des photos dédicacées, lança Malfoy à la cantonade. Ce n'est pas vrai, répliqua Harry avec colère, les poings serrés. Ferme-la, Malfoy. T'es jaloux, voilà tout, lança Colline, dont le corps tout entier avait à peu près l'épaisseur du cou de Crabbe. Jaloux, dit Malfoy, qui n'avait plus besoin de crier, car la moitié des élèves présents dans la cour l'écoutaient attentivement. Jaloux de quoi? Je n'ai pas envie d'être défiguré par une cicatrice, moi. Je ne crois pas qu'il suffise d'avoir un trou dans la tête pour être un peu fort avec les autres. Crabbe et Goyle ricanaient bêtement. Va donc manger des limaces, ça te fera du bien, Malfoy, dit Ron d'un ton furieux. Crabbe cessa de rire et se mit à caresser ses énormes poings d'un air menaçant. Fais attention, Weasley, répliqua Malfoy d'un ton méprisant. Tu ferais mieux de te tenir tranquille, sinon ta maman va venir te chercher. Il prit une voix menaçante et hurla. Si jamais tu refais la moindre bêtise. Des serpentards de 5e année s'éclatèrent bruyamment. Weasley voudrait bien que tu lui dédicaces une photo. Potter, ironisant Malfoy, il pouvait la vendre plus cher que sa maison. Ron tira de sa poche sa baguette magique, rafistolet, mais Hermione referma son livre d'un claquement sec, chuchota. Attention, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'entends? Gilles Lockhart s'approcha d'eux à grands pas, les pans de sa robe turquoise flottant derrière lui. Qui dédicace des photos? Demanda-t-il. Harry voulut dire quelque chose, mais il fut interrompu par Lockhart, qui le prit par les épaules et lança d'un ton joyeux. Je n'aurais pas dû poser la question. Nous voici à nouveau réunis, Harry. Immobilisé aux côtés de Lockhart, les joues rouges de honte, Harry vit Malfoy s'éloigner avec un sourire coquenard. Allons-y, Griff, dit Lockhart avec un grand sourire. Un double portrait, on ne peut pas rêver mieux, et nous le signerons tous les deux. Colline brandit maladroitement son appareil et prit sa photo, au moment où la cloche retentissait derrière eux pour signaler la reprise des cours. Allez, c'est l'heure, cria Lockhart à l'adresse des élèves. Puis il se dirigea vers le château sans lâcher Harry, qui aurait bien voulu connaître une formule magique suffisamment puissante pour le faire disparaître. Il valait beaucoup mieux que je sois sur la photo avec toi, dit Lockhart d'un ton paternel. Sinon tes copains auraient cru que tu cherchais à te mettre en avant. Sourd aux protestations de Harry, Lockhart l'entraîna le long d'un couloir et lui fit montrer un escalier sous l'œil intriqué des autres élèves qui le regardaient passer. Un petit conseil, reprit Lockhart, dédicacer des photos à ce stade de ta carrière, ce n'est pas très raisonnable. On va dire que tu as la grosse tête. Si tu veux mon avis, le jour viendra peut-être où, comme moi, tu auras besoin d'avoir toujours des photos dans ta poche, mais je crois que tu n'en es pas encore là, ajouta-t-il avec des petits rires entendus. Il s'était arrivé dans la salle où le cours devrait avoir lieu, et Lockhart lâcha enfin Harry, qui allait s'asseoir tout au fond de la classe. Il entreprit alors de mettre des livres de Lockhart en pile devant lui pour éviter d'avoir
tes œufs sur tes joues, dit Ron. Il faut espérer que Griveil ne va pas devenir copain avec Ginny, sinon ils vont fonder le fan club de Harry Potter. Silence, coupa Harry, qui n'avait pas du tout envie que Loctar entende les mots fan club de Harry Potter. Lorsque tout le monde se fut assis, Loctar s'éclaircit bruyamment la gorge. En silence. Pardon. Loctar s'éclaircit bruyamment la gorge et le silence se fit. Il tendit la main, prit sur la table de Neville son exemplaire de randonnée avec les trolls et montra à tout le monde sa propre photo qui clignotait de l'œil sur la couverture du livre. Ça, c'est moi, dit-il. Le poing pointait sur la photo. Et, en clignotant de l'œil à son tour, Gilderoy Loctar, ordre de Merlin, 3e classe, membre honoraire de la Ligue de défense contre les forces humaines et 5 fois lauréat du prix du sourire le plus charmeur décerné par les lectrices de Sorcier Hebdo. Mais ne parlons pas de ça. Croyez-moi, lorsque j'ai réussi à me débarrasser du spectre de la mort, ce n'était pas par un simple sourire. Il attendit les rires, mais n'eut que quelques faibles sourires. Je vois que vous avez tous acheté la collection complète de mes livres. C'est très bien. J'ai pensé que nous pourrions commencer le premier cours avec un petit questionnaire. Rien de plus méchant, simplement pour vérifier si vous avez bien lu ce que j'ai écrit et voir ce que vous en avez retenu. Il distribua les questionnaires puis retourna s'asseoir derrière son bureau. Allez-y, vous avez une demi-heure pour répondre à toutes les questions. Harry jeta un coup d'œil à son papier et lut. Quelle est la couleur préférée de Gilderoy Loctar? Quelle est l'ambition secrète de Gilderoy Loctar? À votre avis, quel est le plus grand exploit réalisé par Gilderoy Loctar à ce jour? Il avait 3 pages de questionnaire jusqu'à la dernière, 54. Quelle est la date de l'anniversaire de Gilderoy Loctar et quel serait à ses yeux le cadeau idéal? Une demi-heure plus tard, Loctar ramassa les copies et jetant un coup d'œil devant la classe. Allons, allons. Je vois que personne ne se rappelle de ma couleur préférée. C'est le lilas. Je l'ai pourtant indiqué clairement dans Une année avec le Yéti. Et certains d'entre vous feraient bien de relire attentivement Promenade avec les loups-garous. J'y explique dans le chapitre 12 que mon cadeau d'anniversaire idéal serait l'harmonie entre tous les hommes, qu'ils aient ou non des pouvoirs magiques. Mais il est vrai que je ne dirais pas non plus si on m'offrait un Magnus Docten All Fire Whisky. Il relança un nouveau clin d'œil, un peu canaille. Ron le regardait à présent avec une expression d'incrédulité. Seamus Finnegan et Dean Thomas étaient secoués d'un flou de Loctar et sursauta lorsqu'il prononça son nom. Mais Miss Hermione Granger, c'est que mon ambition secrète serait de débarrasser le monde des forces du mal.
sa chaise du premier rang. Je vous demande de ne pas crier, dit Loctar d'une voix grave. Ça pourrait les énerver. Sous le regard des élèves qui retenaient leur souffle, Loctar découvrit alors la cage. Eh oui, en effet, dit-il d'un ton sonore, ce sont bel et bien des lutins de cornouailles fraîchement capturés. Simus Finnegan ne put se retenir et laissa échapper un éclat de rire que même Loctar ne pouvait confondre avec un hurlement de terreur. Oui, vous avez quelque chose à dire demanda-t-il à Simus avec un sourire. Ils ne sont pas très dangereux, répondit Simus, avec s'étranglant de rire. N'en soyez pas si sûr, dit Loctar en agitant l'index d'un air menacé. Ce sont parfois de petites pestes parfaitement diaboliques. Hors d'une vingtaine de centimètres, des lutins avaient une couleur bleue électrique, avec des têtes pointues et une voix si aiguë qu'on avait l'impression d'entendre des perruches se disputer. Dès que la cage fut découverte, ils se mirent à picailler, à s'agiter, en tous en tapant sur les barreaux qui faisaient toutes sortes de grimaces bizarres aux élèves assis devant eux. Maintenant, on va voir comment vous allez vous débrouiller avec eux, dit Loctar d'une voix forte, et il ouvrit la cage. Ce fut un charivari indescriptible. Les lutins se répandirent dans toute la classe, en filant comme des fusées. Deux d'entre eux attrapèrent Neville par les oreilles et le soulevèrent dans les airs. Deux autres fracassèrent les carreaux et s'enfuirent par les fenêtres en répandant une pluie de verre brisé sur le dernier rang. Quant aux autres, ils entreprirent de dévaster consciencieusement la classe avec plus d'efficacité qu'un rhinocéros fou furieux. Ils attrapèrent les écriers et les renversèrent un peu partout, lacérèrent les livres et les papiers, arrachèrent les tableaux des murs, retournèrent la corbeille à papier, s'emparèrent des sacs et des livres encore intacts, et allèrent les jeter par la fenêtre. En quelques minutes, la moitié des élèves avaient disparu sous les tables et Neville se balançait au lustre. Allons, allons, attrapez-les. Vite, voyons, attrapez-les, ce ne sont que des lutins. Hurla Loctar. Il retroussa ses manches, brandit sa baguette magique et cria: Mutin, mutin, lutin, malin bestie. Mais la formule n'eut aucun effet. L'un des lutins arracha la baguette magique des mains de Loctar et la jeta par la fenêtre. Gilderoy Loctar étouffa une exclamation et plongea sous un bureau, en évitant de justesse d'être écrasé par Neville qui venait de tomber avec le lustre. Lorsque la cloche sonna, ce fut la ruée hors de la classe. Dans le calme relatif qui s'ensuivit, Loctar se releva, aperçut Harry, Ron et Hermione qui s'apprêtaient à franchir la porte et dit: Je vous demanderai simplement de remettre ce qui reste dans leur bagage. Puis il sortit de la classe en passant devant eux et referma la porte. Non mais, qu'est-ce que c'est que ce bonhomme, rugit Ron, tandis que l'un des lutins lui donnait des coups sur l'oreille. Il a simplement voulu nous faire des travaux pratiques, dit Hermione, qui mobilisa aussitôt deux lutins à l'aide d'une formule magique et les enferma dans leur cage. Des travaux pratiques, s'exclama Harry en essayant